d'un pinceau. Il y a aussi la nageoire caudale trilobée, donc qui est constituée de 3 lobes. Un lobe dorsal, un lobe ventral et un lobe médian. Après les nageoires, nous passons à une autre composante du poisson qui sont les écailles. Ces écailles sont utilisées dans la détermination et la systématique pour leur type et leur disposition. On va distinguer deux types d'écailles selon leur origine. Chez les chondrichtiens, qui sont des poissons cartilagineux, les écailles sont d'origine dermo-épidermique. Ce sont des denticules cutanés, c'est-à-dire de toutes petites dents qui apparaissent au niveau de la peau et elles sont appelées écailles placoïdes. Ces écailles sont constituées par un cône de dentine recouvert par une mince couche d'émail. Et au niveau de la disposition, elles sont à disposition disjointe, c'est-à-dire qu'elles sont séparées, elles sont plus ou moins éloignées les unes des autres. Nous avons ici une coupe transversale d'une écaille placoïde qui nous montre la double origine de cette écaille, donc une origine dermo-épidermique. Et nous voyons le cône de dentine qui est recouvert par la couche d'émail. Nous avons ici une idée de la disposition de ces écailles, donc à disposition disjointe. Je vous demande donc de vous reporter au tableau de votre polycopier pour pouvoir suivre cette explication. Donc ce tableau met en évidence les types d'écailles et leur origine, leur composition, la disposition ainsi que les groupes systématiques qui les présentent. Donc, comme nous venons de voir, les écailles placoïdes sont d'origine dermo-épidermique. Elles sont constituées par un cône de dentine et qui est recouvert par une fine couche d'émail. Au niveau de la disposition, elles sont disjointes. Ces écailles se trouvent chez les poissons chondrichtiens. Les écailles cosmoïdes sont là exclusivement d'origine dermique. Au niveau de la composition, en allant de la partie externe vers la partie interne de l'écaille, nous retrouvons une première couche qui ressemblerait un petit peu à de l'émail, c'est à peu près l'équivalent de l'émail, une couche de cosmine, substance qui a donné le nom à l'écaille, une couche d'os spongieux et tout à fait à l'intérieur de l'écaille, une couche d'isopédine qui est constituée d'os compacts et lamelleux. Au niveau de la disposition, ces écailles sont à disposition juxtaposée, c'est-à-dire posées les unes à côté des autres, comme vous pouvez le voir sur le petit dessin. Et ces écailles, nous les retrouvons chez la sous-classe des dipneustes et chez la sous-classe des crossoptérygiens. Tous ces groupes zoologiques, nous y reviendrons plus en détail ultérieurement. Les écailles ganoïdes sont aussi d'origine dermique. Au niveau de la composition, donc toujours de la partie interne de l'écaille, externe pardon, de l'écaille vers la partie interne, il y a une couche de ganoïne sous laquelle on va trouver une couche d'isopédine, donc une couche d'os compact et lamelleux. Une première constatation, c'est que nous sommes passés des écailles cosmoïdes qui comportaient 4 couches aux écailles ganoïdes qui ne comportent plus que 2 couches. La disposition juxtaposée, donc là aussi des écailles qui sont disposées les unes à côté des autres. Les groupes systématiques qui présentent ce type d'écailles, c'est le superordre des chondrostéens, le superordre des holostéens et le superordre des brachyoptérygiens.
Les écailles élasmoïdes, aussi d'origine dermique, ce sont des écailles qui sont très minces, très fines. On y trouve de la partie externe vers la partie interne une couche de hyalodentine, qui est une variété de dentine, et une couche d'isopédine, qui est une couche d'os compact et lamelleux. Au niveau de la disposition, ces écailles sont chevauchantes, on peut dire aussi imbriquées ou recouvrantes. Nous avons une couche, d'écailles qui va recouvrir une partie de la couche suivante. Et dans ce cas-là, seule la partie antérieure de l'écaille reste cachée dans le derme et seule la partie postérieure est visible. Au sein des écailles élasmoïdes, on va trouver deux types. Les écailles cycloïdes, qui ne présentent pas de cténidie, nous allons y revenir dans la diapo suivante, et ces écailles existent dans le superordre des téléostéens malacoptérygiens. Un deuxième type, ce sont les écailles cténoïdes et qui présentent des épines au niveau du champ postérieur et que l'on va trouver dans le superordre des téléostéens acanthoptérygiens. La partie antérieure de l'écaille va rester cachée dans le derme et seule la partie postérieure est visible. Les écailles élasmoïdes comportent deux variétés selon que la partie postérieure porte ou non des cténidies, c'est-à-dire des épines. Alors, on voit ici sur le dessin de gauche que la partie postérieure ne porte pas d'épines, tandis que sur le dessin de droite, il y a présence d'épines ou encore cténidies. Les écailles cycloïdes sont dépourvues de cténidies. Elles présentent une surface lisse et un contour régulier. Elles existent chez les téléostéens inférieurs, appelés aussi malacoptérygiens, comme par exemple la carpe ou la sardine. Les écailles cténoïdes, quant à elles, présentent des cténidies sur le champ postérieur, donc ces petites épines que l'on voit à l'arrière des écailles. Ces écailles existent chez les téléostéens supérieurs, appelés aussi acanthoptérygiens, et comme exemple la perche ou la sole. Les écailles placoïdes, là c'est une remarque très importante. Les écailles placoïdes que l'on trouve chez les chondrichtiens, qui sont donc des poissons peu évolués, et en allant vers les écailles élasmoïdes, que l'on trouve chez les poissons ostéichtiens et qui sont des poissons très évolués. Ce que l'on pourra noter, c'est qu'il y a une diminution de l'épaisseur en allant des écailles placoïdes vers les écailles élasmoïdes, et là, ça devient des écailles très fines. Alors, on rappelle que les écailles placoïdes, ce sont des denticules cutanés, c'est-à-dire de toutes petites dents qui apparaissent au niveau de la peau. Tandis que les écailles élasmoïdes sont des écailles qui sont très très fines. Après cette petite parenthèse concernant la morphologie du poisson, donc on a dit pour se familiariser avec le vocabulaire qui va être utilisé par la suite, nous allons faire un petit retour en arrière pour essayer de nous situer. Nous sommes donc dans l'embranchement des vertébrés, dans lequel nous avons distingué deux sous-embranchements. Le sous-embranchement des agnates, avec une seule classe, celle des cyclostomes, et le sous-embranchement des gnatostomes, avec la superclasse des poissons et la superclasse des tétrapodes. Au niveau de la superclasse des poissons, nous allons distinguer deux classes, la classe des chondrichtiens et la classe des ostéichtiens.